Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre 2024. Gros progrès, je ne me suis pas trompé dans la date. Aujourd'hui, eh bien, si vous êtes venu pour voir cette vidéo en vous disant on va apprendre plein de trucs nouveaux, je vous rassure, vous pouvez arrêter tout de suite parce que de toute manière, on va parler encore et encore des mêmes choses. J'ai un peu l'impression de me répéter depuis le début de la semaine. C'est un peu en boucle. Il y a plein de chiffres économiques, mais le plus important sera celui qui va sortir tout à l'heure à 14h30, les non-farm payrolls. En attendant, eh bien, on hésite. Finalement, la destinée des marchés ne tient plus qu'à un fil. C'est une grande question de savoir si on doit interpréter le fait que c'est positif au cas où la Fed baisse les taux de 0,5% ou est-ce que c'est négatif parce que potentiellement, ça veut dire que la Fed a peur d'une éventuelle récession. Tout ça n'est que interprétation, n'est que manière de percevoir un mouvement sur les taux d'intérêt, mais on a l'impression que nous sommes à la porte d'entrée d'un mouvement qui pourrait être spectaculaire parce que décisif. Comme d'habitude, si vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé le reste de ces 12 derniers mois, chaque fois qu'on se dit « Ouh, alors là, cette semaine, le chiffre là, il va tout changer », eh ben, il change rien. Et donc, c'est ce qui risque de se produire cet après-midi. Néanmoins, on a déjà eu un petit avant-goût hier. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'il peut y avoir un gros chiffre important, mais un tout petit chiffre à côté peut équilibrer les choses et finalement calmer le jeu. Un jeu qui aurait pu être beaucoup plus violent que cela hier. Donc, je vous réexplique pas le fait que si la Fed baisse les taux de 0,5%, c'est une forme de panique. Je l'ai expliqué hier, avant-hier et encore dans l'introduction de cette vidéo. Mais c'est vraiment le sujet du moment. Hier, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, alors hier, on a eu quand même quelques chiffres intéressants. Tout d'abord, on a eu l'ISM des services. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que du côté des services, c'était un petit peu mieux que les attentes. Alors, c'était pas du délire, mais c'était un petit peu mieux. Et ce chiffre un petit peu mieux nous a rassurés sur l'état de l'économie, qui nous a dit « Ah ouais, alors peut-être qu'elle n'est pas vraiment en récession ». Alors, vous noterez aussi qu'en ce moment, on est très enclin à vouloir prendre une donnée, à l'extraire de son panel et de se dire « Ah ouais, finalement, ça c'est pas mal, donc tout le reste est pas mal ». Non, en fait, il y a des petits points de l'économie qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, et puis il y a un point qui fonctionne pas bien. Pour l'instant, c'est l'emploi. On va pas se mentir. Vous pouvez prendre toutes les statistiques de l'emploi depuis 12 mois. C'est mauvais, c'est en train de ralentir. On peut le prendre comme on veut. Il n'y a pas d'amélioration au niveau de l'emploi. Alors hier, il y a un chiffre qui nous a sauvé les fesses, et c'est les chiffres des jobless claims. Les jobless claims sont sortis en dessous des attentes, de 5000. Ça veut dire qu'il y a 5000 personnes de moins qui sont allées au chômage pour demander leurs indemnités. Donc c'est considéré comme une bonne nouvelle. On se raccroche à ce qu'on peut, effectivement. Donc, c'était la première bonne nouvelle sur l'emploi depuis bien longtemps. Maintenant, il faut faire très attention avec ces chiffres des jobless claims parce que ça aurait été 5000 de plus, c'était la panique. Là, c'est 5000 de moins, donc on est rassuré parce que finalement, l'emploi va mieux. Il faut bien comprendre que quand vous avez des chiffres comme les jobless claims, ça veut dire que en fonction des gens qui vont ou qui ne vont pas demander leur indemnité chômage, des fois parce qu'ils ne peuvent pas y aller, simplement parce qu'ils ont un empêchement. On a déjà eu le cas, alors c'est pas le cas maintenant, mais on a déjà eu le cas il y a quelques temps, pendant l'hiver, quand vous avez des grosses chutes de neige, les gens ils se déplacent pas parce qu'ils restent au chaud à la maison devant le feu de cheminée avec un whisky on the rocks, donc du coup ils vont pas demander leurs indemnités chômage. Résultat, on a l'impression que l'emploi va mieux, mais c'est simplement parce que les gens sont bloqués à la maison à cause de la neige. Bon là c'est pas le cas, d'accord, mais on sent quand même que c'est quelque chose qui est relativement volatile. En plus c'est semaine par semaine, en plus sur un mois ils arrivent déjà pas à les calculer, alors autant vous dire que sur une semaine c'est un peu le Muppet Show, donc c'est des chiffres qui sont susceptibles à correction. Mais peu importe, parce qu'on est de bonne constitution, on s'est dit que c'était quand même un super bon chiffre, et ça calme un petit peu la crainte de l'emploi. Dans la foulée, on a eu les chiffres ADP de l'emploi. Alors les chiffres ADP de l'emploi, comme je dis toujours, c'est l'antichambre des chiffres de demain. Il fut un temps, dans l'ancien temps, on disait que si les chiffres ATP... Non, ça c'est le tennis. Si les chiffres ADP de l'emploi étaient plus bas ou meilleurs qu'attendu, peu importe, c'était un signe comme quoi le lendemain, les non-farm payrolls seraient un peu dans la lignée, donc plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc ça nous permettait d'anticiper un petit peu ce qui allait se passer le lendemain. Aujourd'hui, je crois que depuis quelque temps, on s'en fout complètement. On a eu une fois cette année où, quand on a eu des chiffres ADP qui étaient mauvais,
Boum, eh ben on s'est pété la figure et à ce moment-là, on a eu très très peur. Mais là, finalement, c'était mauvais. Hein, je vous le dis tout de suite, c'était mauvais, mais on s'est pas pété la figure parce qu'il y avait les jobless claims qui étaient en baisse de 5000 sur la semaine. Vous voyez comme on arrive à s'équilibrer et à trouver toujours une porte de sortie parce que résolument, on ne veut pas baisser pour le moment. En tous les cas, ces chiffres étaient mauvais. On attendait 144 000 créations d'emplois. C'est sorti à 99 000. Alors déjà, c'est en dessous des 100 000, donc psychologiquement, ça fait très très mal. Mais en plus de ça, c'est le chiffre le plus faible depuis janvier 2021. Je vous rappelle où on était janvier 2021. Pas important. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle. Et les créations d'emplois du mois d'août dans le secteur privé étaient donc pas bonnes du tout, ce qui confirme les mauvais chiffres des jobs, ce qui confirme les derniers chiffres de l'emploi qu'on a vu qui étaient en ralentissement. Et ce qui peut laisser supposer qu'éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, les chiffres qui vont sortir tout à l'heure vont être une immense déception. D'ailleurs, dans la foulée de ces mauvais chiffres, eh bien, on a vu tout le monde qui est sorti des bureaux en disant « Attendez, moi je vais corriger mes attentes pour demain. Oui, non, parce que j'avais dit 175 000, mais c'est un petit peu gonflé là. Donc je vais revoir un peu à la baisse, comme ça, si jamais les chiffres sont vraiment faibles, j'aurai l'air un tout petit peu moins con. » Donc résultat, les chiffres ont été corrigés à la baisse hier soir. 159 000 créations d'emplois attendues cet après-midi, c'est le challenge. 4,2% pour le taux de chômage contre 4,3% le mois dernier. Et puis pour ce qui est des NFP, je rappelle que le mois dernier, on était à 114 000. Donc gardez bien ces chiffres en tête. 159 000 pour le mois d'août et 114 000 pour le mois de juillet. Il va y avoir des écarts. La question sera de savoir s'il y a des écarts monstrueux à la baisse ou à la hausse. À la hausse, ça paraît peu probable, mais à la baisse. Et puis de l'autre côté, s'il y a des corrections sur les chiffres du mois dernier. Les chiffres du mois dernier étaient dégueulasses. Et je vous rappelle que dans la foulée, on s'est réveillé sur l'histoire du carry trade et le marché s'est pété la figure. Je sais, ça fait hyper longtemps, mais je vous le rappelle quand même. Donc, attention à ce qui pourrait sortir tout à l'heure, parce que de nouveau, en fonction de, ça pourrait changer la photo. De nouveau, si on sort en dessous des 159 000, ça dépendra de combien. Et si on corrige en dessous des 114 000 du mois dernier, ça dépendra aussi de combien, afin qu'à partir de là, on puisse faire un calcul savant qui nous dira si la Fed va baisser les taux de 0,5% ou de 0,25%. C'est le challenge de la journée et je vous avoue que c'est réellement passionnant. À côté de ça, eh bien, aujourd'hui, le pari est donc de savoir ce qu'il va se passer au niveau des taux. C'est le pari depuis 11 mois. On continue toujours dans la même direction. On attend de voir cette baisse. Le 19, on sait qu'on baissera au moins de 0,25. Il y a encore Austin Goolsbee de la Fed qui a parlé hier soir en disant que la Fed avait décidé ou était en train de décider qu'il était le moment de baisser les taux et qu'elle était prête à le faire et plusieurs fois de suite. Donc on s'attend à 0,25 en septembre au minimum. Après, on verra si c'est 0,25, 0,5 et si on peut l'interpréter quelque chose. Et puis ensuite, on s'attend à 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année. 0,25 à chaque fois. Tout le monde est parti sur le fait que d'ici fin de l'année, les taux auront baissé au moins de 1%. De nouveau, si d'ici la fin de l'année, les taux ont baissé de 1,5%, c'est qu'on va avoir quand même un semblant de vent de panique au niveau de la Fed, parce que c'est pas que le problème de l'inflation, c'est surtout le problème de la récession. Alors, à propos de la récession, eh bien, Austin Goolsbee l'a aussi dit, et puis il y a d'autres membres de la Fed qui l'ont déjà dit cette semaine, la récession ne passera pas par nous. Il n'y a pas de risque de récession. Ça, c'est le motto de la Fed pour l'instant. Oui, on va baisser les taux pour redynamiser l'emploi, mais non, il n'y a pas de risque de récession. Alors moi, ça me rappelle un tout petit peu l'inflation est sous contrôle et transitoire. Donc comme quoi, ce que pense la Fed, c'est pas toujours juste. C'est un peu comme d'habitude, l'économie n'est pas une science exacte, donc ça sert à rien de faire des prévisions exactes parce qu'elles ne le sont jamais. Ça ne sert à rien de nous faire croire qu'on sait parce que de toute façon, ça reste quand même statistiquement pas loin du pile ou face. Voilà, donc en résumé, comme toute la semaine, je peux vous reprendre toutes les vidéos de la semaine, vous faire un remix, c'est le fait de on attend de voir ce qui va sortir ce soir pour en tirer des conclusions. Et si les chiffres sont pas assez francs, on attendra la semaine prochaine pour tirer d'autres conclusions, c'est pas grave. En tout cas, de l'autre côté, ce qu'il faut retenir, c'est que du côté des actions individuelles, hier on a constaté un petit rebond du côté des Magnificent Seven, c'est d'ailleurs eux qui ont permis au Nasdaq de terminer en positif, c'est quand même le seul indice qui a terminé en positif hier soir. Dow Jones en baisse, S&P en baisse pour la 3e fois depuis le début du mois, et c'est assez intéressant parce qu'il y a une statistique qui est sortie hier soir, je crois, et bien après moult calculs et moult plongées dans les données historiques, on s'est rendu compte que statistiquement, les 2 derniers mois
mois des élections présidentielles depuis 2008 engendrait une baisse en moyenne de 5,8%. Ça tombe bien parce qu'on a déjà entamé un bout du process depuis le début du mois de septembre. Malheureusement, il reste encore un paquet de jours avant l'élection présidentielle. Donc voilà, c'est un doute qui nous pèse dessus. Le S&P 500 a terminé en baisse pour la 3e séance consécutive. Pas un seul jour de hausse depuis le début du mois de septembre. D'accord, il n'y en a eu que 3. Et puis surveillez quand même les points techniques, parce que hier on a vu que la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, qui passe par les 5500, comme on le voit sur le graphique, cette moyenne mobile, elle a été testée hier. Le marché a essayé de la casser, et puis à 5480, il y a tout le monde qui s'est précipité pour racheter l'indice, et ça a rebondi. Il faudra faire très attention à la clôture de ce soir, parce que bien évidemment, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Si on clôture nettement en dessous des 5500, ça voudrait dire que la cassure est faite, et la cassure nous ouvre la porte pour aller bien plus bas sur le S&P 500. Et si le S&P 500 va bien plus bas, inutile de vous dire que le reste va suivre. Au niveau des Magnificent Seven, hier, on notera la bonne nouvelle chez Tesla, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient mettre en place leur système de voitures autonomes en Chine. Donc c'est une bonne nouvelle et le titre rebondissait. On verra comment ça va se passer ensuite. Il y a aussi Nvidia qui n'a pas baissé hier, donc pas de nouvelles spécifiques, mais Nvidia n'a pas baissé, c'est assez important pour le signaler, parce que ça fait un moment qu'elle ne fait que ça pratiquement. Mais il faut dire aussi que toutes les banques d'affaires, sans exception, sont sur le pied de guerre, sont sur les plateaux de télé, dans les médias, pour venir nous dire « Ouais, Nvidia, à ces prix-là, c'est cadeau ». Il faut acheter. Donc voilà, pour l'instant, ça s'est relativement bien passé de ce côté-là. On continue au niveau de la tech avec les résultats de Broadcom qui ont été publiés hier soir after close. Alors des résultats pas forcément terrible d'un côté de la société, mais relativement bon du côté de l'intelligence artificielle. What a surprise. Donc ils étaient plutôt contents de ce côté-là. La guidance est plutôt raisonnable, mais en ce moment, guidance raisonnable et résultats mixtes, ça veut dire 5% de baisse after close chez Broadcom hier soir. Donc toujours un peu de doute et un peu l'impression que le secteur des semi-conducteurs, à court terme, on est un petit peu tepiche et qu'on arrive peut-être au bout d'un cycle. Peut-être, je dis bien peut-être, ça dépendra des chiffres de l'emploi tout à l'heure. Petit détour par l'Europe, où la totalité des indices terminés en baisse. On reviendra sur le SMI qui n'arrête pas de baisser, qui aurait perdu 1% hier avec Novartis et Roche qui se fait taper dessus. On en reparlera ce week-end dans le Swiss Bliss. Mais par contre, alors parlons un tout petit peu de l'Europe. Alors l'Europe, les Français ont un nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler de lui. Ses titres de gloire principaux, c'est qu'il a organisé les Jeux Olympiques d'Albertville et puis qu'il a participé aux négociations du Brexit. Pour le reste, c'est pas non plus génial parce que son parti a perdu les élections, que son parti a refusé qu'il se présente aux élections présidentielles il y a 2 ans et demi. Résultat, c'est pas non plus une star. Par contre, il est monstre consensuel, semble-t-il. Enfin, surtout à droite. Mais c'est encore une continuité de la politique de Macron, selon les experts. Bien sûr, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que dès que je parle de politique, je me fais allumer. Mais bref, tout ça pour dire que la France a un nouveau Premier ministre. Alors, quand ils ont annoncé ça, en dehors du fait que c'est le plus vieux après avoir eu le plus jeune, la question c'est de savoir s'il va tenir plus qu'une semaine. Et puis la deuxième question c'est est-ce que vraiment il est capable de faire quelque chose? Ça c'est la première chose. Le marché a apprécié le fait qu'il y ait un Premier ministre. Il a rebondi de 0,2%. Et puis après, il s'est répété la figure pour finir quasiment au plus bas sur la France. Mais il faut savoir qu'au milieu de tout ça, il semblerait, je dis il semblerait parce que c'est pas complètement clair et officiel, que le management d'Hermès est en train de faire un roadshow un peu partout en Europe. Et puis, ils n'arrêtent pas de dire que c'est compliqué, que les ventes ne vont pas aussi bien que prévu, qu'effectivement, les clients très très riches continuent à acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais par contre, les clients opportunistiques, donc ceux qui achètent de temps en temps pour faire genre, voilà, je me suis fait plaisir, ceux-ci, ils réfléchissent à 2 fois avant d'acheter chez Hermès, y compris et surtout en Chine. Donc, encore une fois, la pression de l'économie chinoise qui ralentit. On avait déjà parlé de ça sur le luxe du marché suisse au début de la semaine. Et là, c'est Hermès qui s'est pris 6,4% dans la tête hier soir à cause du fait que ça ralentit. Alors, inutile de vous dire que si ça ralentit chez Hermès, ça doit ralentir chez LVMH, ça doit ralentir chez Kering, et puis finalement, c'est toute la faute des Chinois, de toute façon, à la fin. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison d'aller plus loin aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de l'emploi sortiront à 14h30, ils seront très importants, 159 000 attendus, 4,2% de taux de chômage et 114 000 le mois dernier, c'est ce qu'il faut garder en tête. À côté de ça, il y aura quand même le PIB en Europe et les chiffres du SECO en Suisse. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de banques d'affaires qui sont en train de faire des grands calls pour dire attention avec les chiffres, attention avec les taux d'intérêt, et si la Fed baisse trop les taux, c'est pas forcément rassurant. JP Morgan s'attend à une baisse de 0,5
0,5% et a dit que c'était pas forcément une bonne nouvelle. Stifel a dit que peu importe ce que fera la Fed, c'est trop tard parce que la récession est en marche. Et puis il y a également Mazars qui a la même réflexion en se disant s'il baisse les taux c'est bien, mais trop, attention, parce que ça voudrait dire qu'il y a une odeur de panique. Donc on est un peu tous calés sur les mêmes réflexions. Ce serait bien que les taux baissent, mais pas trop vite, hein. Tranquillement. Il n'y a pas le feu, il faut le faire vraiment discrètement et pas trop violemment sinon ça pourrait montrer que finalement on n'est pas très à l'aise et qu'on aimerait vite se sortir de la gonfle. Donc que dire de plus si ce n'est que on en reparlera quand on aura des chiffres parce que sinon ça sert à rien de brasser de l'air, ça ne génère même pas d'énergie d'ailleurs. Donc du coup on va attendre les chiffres paisiblement et puis on en reparlera tous ensemble dans le Swiss Bliss de ce week-end, bien sûr. D'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, et puis n'oubliez pas, je le répète encore une fois, alors hier j'ai oublié de mettre le lien en bas pour l'inscription, le 11 septembre, il y a une conférence chez Swissquote à Gland à 18 h où on va parler des conséquences de l'élection américaine, qu'est-ce qui va se passer si l'un ou l'autre gagne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut anticiper, et comment est-ce qu'il faut se préparer, pour autant qu'on puisse se préparer à quelque chose. C'est une conférence qui durera plus ou moins 1h30, 2 heures. Après, il y aura un apéro. Je serai partie de cette conférence. J'interviendrai aussi durant la conférence. Donc après, si vous venez, on aura l'occasion de se voir. Donc cette fois, je vais essayer de ne pas oublier. Il y aura le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Attention, les places sont limitées. First in, first serve. Et voilà, donc si vous avez envie de parler d'élection américaine ou simplement qu'on se rencontre ce soir-là, le 11 septembre, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui ne regardent pas le Swiss Bliss. Très bon week-end et on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye!